Alors, bonsoir à tous. Merci de prendre du temps et de partager cette heure avec nous. Donc, ce soir avec Carole, qui est assise à droite, tac. Nous vous invitons on aimerait vous inviter à regarder autrement. Pourquoi Rewire ? C'était une invitation pour nous à un recablage de notre manière d'appréhender ce qui nous entoure. On voulait prendre conscience avec vous que notre environnement, c'est le reflet de valeurs et que silencieusement, il influence ce que nous sommes, notre manière de penser. Alors on s'est demandé comment sortir de ce conditionnement. Peut-être en prenant conscience que nos émotions et nos expériences influencent notre manière d'agir. Ça, c'est une partie de Vallée Archipel. Et de comprendre qu'en fait, on est des êtres émotionnels qui rationalisons. En plus de ça, on subit la pression de nos pairs dans nos décisions. On a zéro libre arbitre. Pour information, si quelqu'un pensait qu'il décidait seul, soyez le bienvenu, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La question, elle paraît assez naturelle. Pour faire la part des choses, c'est quoi qui est vraiment à moi ? C'est quoi qui est à l'autre ? Et puis, qu'est-ce qui peut potentiellement émerger ? On nous dit aussi toujours le vivant, il évolue, c'est en mouvement, tes cellules changent. À tout moment, tu es quelqu'un d'autre. Et tes pensées aussi. À chaque instant, tu peux les choisir. Tu peux choisir de rentrer dedans, laisser passer. Et que finalement, nos actions, elles ont des conséquences. C'est que, égal ce qu'on fait, c'est le musée d'histoire naturelle de demain avec Marc Dion. Donc construire, c'est matérialiser ces valeurs, c'est leur donner une forme, leur donner vie. Par exemple, Cyril Dion, dans son manifeste de résistance contemporaine, dit que l'argent, il n'existe que parce qu'on y croit tous. Transformer le monde, d'après lui, suppose donc de transformer les récits qui le structurent. Ça, c'est ma préférée. C'est cette question de perception, c'est potentiellement imaginer d'autres façons d'habiter, de penser, ce qui est durable, de dire qu'en fait, ce qui n'est pas durable, c'est une erreur de pensée. On peut juste le repenser différemment. Voir potentiellement la nature non plus comme une ressource à exploiter, mais comme une intelligence dont nous faisons partie. Bref, voir autrement, c'est déjà une manière d'agir. Explorer, partager, expérimenter et surtout le faire ensemble, parce que lorsque plusieurs regards se croisent, de nouvelles possibilités apparaissent. Rewire, c'est potentiellement apprendre à habiter le monde autrement, potentiellement ensemble. Pour Carole et moi, chaque projet, c'est une exploration. Ici, à nouveau, Vallée Archipel, on les comprend comme des explorations humaines et des explorations territoriales. On part à la conquête de notre territoire. Vallée Archipel, en interaction avec la population, cherche à redonner une voix au territoire de la vallée du Rhône. Dans le bâti, on fait la même chose, à l'exemple de la reconversion de cette friche industrielle à Sion, qui illustre le propos. À l'origine, le site de la piscine 10 accueillait les bus postaux. Le bâtiment B, qui est
le gros bâtiment que vous voyez avec tous les puits de lumière. Il a été construit en 1978 par Jean Cagnaz, un architecte local, c'est Dunois, contemporain de Pérodin. À la fin des années 90, au milieu des années 90, la taille des bus postaux a changé. Du coup, de facto, le bâtiment, il est devenu obsolète, tout comme le site. Les bus n'y rentraient plus. Le site à proximité de la gare de Sion, de l'autoroute et du Rhône en fait un site supra-attractif. Tout comme à terme, sa position au cœur de la ville du futur de Sion, le projet Ronco 21 de Herzog et de Meuron. Dans les années 2000, la friche est reprise par le canton dans le but d'en faire un pôle de compétences administratifs parce que le potentiel du lieu est vraiment extraordinaire. C'est ainsi que dans un contexte post-Covid, Carole et moi, on a eu la chance de pouvoir travailler à la transformation du bâtiment et d'en faire un projet pilote bas carbone pour le canton du Valais. La substance du bâtiment, elle est juste exceptionnelle. C'est de larges sommiers d'une portée de 18 mètres et d'une hauteur statique de 1 mètre qui se répètent tous les 6 mètres. Ils sont en plus contreventés par un large brise-soleil périphérique à l'image d'une grande cascade. Ce qui est aussi incroyable, c'est les surfaces à disposition. On a 3500 m² de surface de toiture. On a 18 citernes enterrées d'un volume de 3000 litres, qui à l'époque était pour le combustible de la station-service. Tout ça, ça offre un terrain de jeu juste extraordinaire. À l'intérieur, le volume, il était juste tout simplement impressionnant, avec une hauteur sous sommier de 7 mètres. Et puis, ces matériaux juste qui font rêver tous les architectes au café du matin, la brique acoustique naturelle ou des traces du passé juste extraordinaires qu'on a pu partiellement conserver. Donc, d'entente avec le maître de l'ouvrage, après un long processus, on a réussi à considérer toutes les parties de ce bâtiment comme une ressource à décliner à toutes les échelles et sous tous les volets dans le processus. Ça, c'était un de mes moments favoris où on avait scié une partie des bétons, puis il y avait des archéologies naturelles dans le bâtiment. C'était juste magique. On les a ensuite déplacés à l'extérieur et réutilisés à terme dans le futur parc. La trame existante, elle est vraiment devenue la colonne vertébrale de ce projet. Tout le nouveau programme qu'on a intégré dans le bâtiment, elle s'inscrit dans cette trame. Et puis, elle est reconnaissable. Partout où vous êtes dans le bâtiment, vous sentez ce rythme. Là, on devine la répartition programmatique. Donc, l'idée du canton, c'était de dire c'est un pôle administratif. À terme, il y a 400 collaborateurs qui vont travailler sur le site. Et dans ce bâtiment, ils ont regroupé les services environnementaux. Donc, on a le service de l'environnement qui est en orange. On a le service des dangers naturels qui est en vert. Et puis, le SCAV qui est ce qui est denrées alimentaires, et vétérinaire cantonal qui est au centre. Et la magie de ce projet, c'est qu'ils partagent tous un laboratoire qui est sur la partie nord. Donc, on coupe, on devine
Sur la partie nord, sur la partie arrière, les futurs laboratoires. On devine aussi l'intervention sur la partie haute du bâtiment avec ce plancher mixte intermédiaire qui nous a fait gagner des places de travail. Et puis on devine cette entrée de lumière naturelle zénithale qui est existante, qui devient une composante intégrante du rythme de ce nouveau bâtiment. Ce qu'on devine aussi sur cette coupe, c'est tout le travail normatif et interactif avec la protection des travailleurs. C'est ce qu'on voit. Ce qu'on devine ici, c'est une vue directe assis, une vue directe debout. Toute la question, elle tournait autour de cette casquette structurelle. 8 mois de discussion, les utilisateurs avaient peur de l'effet sur leurs collaborateurs, d'avoir cette présence du béton aussi importante. Donc ça a été un processus itératif avec les autorités pour arriver à trouver un terrain d'entente et de dire que cette lumière naturelle avait ses qualités aussi. Mais on est aux normes sur tous les points. Ce qu'on devine aussi, c'est toute la question de la rétention en toiture. Donc, ce bâtiment, à la base, il avait une couverture avec du gravier. Quand on l'a désossé, les sommiers, ils sont remontés. La flèche est remontée. Comme on doit et on voulait faire de la rétention, ça a été une question de moyen terme de trouver le renforcement nécessaire pour absorber une typologie de rétention en toiture. Donc on devine dans ces coupes que c'est un projet atmosphérique. On a mis en place ce plancher mixte après une longue étude avec Carole de savoir quelle était l'économicité réelle. On a testé un peu tous les systèmes. On voulait utiliser le moins de matière possible et avoir la hauteur la plus importante dessous, tout en reprenant les escaliers existants. Donc les données dans la matrix étaient rigolotes. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur un plancher mixte avec ces poutres j'arrive à jamais à le dire, avec des trous. Voilà, c'est les poutres à trous qui peuvent aussi absorber la technique. Ça, c'était des moments de chantier aussi magiques où les éléments ils commençaient à se superposer et où ces rythmes de tous les matériaux donnaient une nouvelle vue. Ça, c'est le plan de renforcement structurel, c'est les lames carbone qu'on a posées sur les sommiers. Donc une fois qu'on a désossé, ils sont remontés, on les a renforcés, on a rechargé la toiture et puis théoriquement, ils devraient se tasser de nouveau de 3 cm. On est à 1,5 cm aujourd'hui. La question parasismique aussi, on a posé 4 voiles parasismiques sur l'ensemble du bâtiment pour contreventer. Et puis ça, c'était le pic, c'est la carbonatation. C'est assez cool. Au cas échéant, Sika ont une technique avec un coffrage à 3 cm de vent et la peau est neuve. Bref, ce bâtiment, c'est une petite machine, un organisme vivant. La donnée principale, c'est la nappe phréatique qu'on a sous les pieds à 1 mètre, qui nous fait tout, le chaud, le froid. Donc on a du free cooling, c'était la première fois que j'installais du free cooling. En été, ils n'auront pas chaud. Le soleil, il rayonne en Valais tous les jours, mais sur le site 242 jours par année. Et puis, on fait cette rétention en toiture, comme on l'a déjà abordé. Et puis, ce qui est en surplus de la toiture va dans les citernes qu'on a rénovées. Elles sont là. Et le surplus des citernes va dans cette tranchée drainante qui vient alimenter notre façade végétale. Voilà.
le monde de la nappe phréatique est un monde que je vous souhaite de découvrir avec son panache, son puits de pompage et son puits de rejet. Pour ce qui est de la façade végétalisée, elle fait à la fois protection solaire et seuil végétal pour le bâtiment et invite tous les amoureux, 400 personnes sur le site, à se rencontrer sous le gui. Un volet incroyable et génial du projet qui est tombé à l'eau suite à la votation de 2024 de la loi sur le climat, c'était la transformation ou la revalorisation de toute la friche ou de toute la partie intérieure de la cour. Donc l'idée, c'était de voir comment, avec l'EPIA, faire un test de technosol, comment on recyclait notre béton pour faire une nouvelle constitution de sol et comment alimenter les futurs 40 000 hectares de Herzog et de Meuron en terre végétale, qui n'est aujourd'hui rarement disponible. Donc là, c'était aussi l'autre volet des extérieurs, c'était de créer une pépinière qui aussi à terme viendrait alimenter le futur parc des Roncos. On est en attente du crédit en fonction du bien vouloir de la population. Donc la prochaine fois, tous les Valaisans présents dans cette salle voteront pour la loi sur le climat, pour qu'on puisse faire ce laboratoire des sols qui aurait une utilité juste incroyable parce que dans les sols, toutes les questions intéressantes de durabilité y sont. Bref, à l'intérieur, on a repris cette atmosphère qui s'est construite sur les traces et les réminiscences du passé. On devine un moodboard qui nous a accompagnés depuis le début du projet. Et puis, on a pensé le mur comme un élément monolithique en mettant en place, en rénovation, du béton cellulaire. Alors, ce qui est génial avec le béton cellulaire, c'est qu'il se pose au mortier, sans par vapeur. Et puis, pour les séparations intérieures, après un long processus et une itération avec le maître de l'ouvrage, on a pu mettre en place du TerraBlock, la version bloc sous les sommiers, et la version plaque que j'avais jamais vue, qui est l'équivalent d'un Alba, mais en terre compressée. Du coup, c'est hyper marrant. Ça se monte comme un Alba. Alors, ce qui était génial, c'est qu'il y a eu ces journées de formation où ils ont formé en local le plâtrier pour lui montrer comment poser, comment faire ces nouveaux crépis. Enfin, du coup, c'était vraiment didactiquement très intéressant. Puis, je voulais enlever, parce que je ne voulais pas être trop longue, dans le couloir, on a mis le pad aussi. Ça, c'est la version grande de TerraBlock. C'est un pad, il fait 80 par 60. Et puis, on l'a mis en monolithique. Il a des prérogatives feu, c'est super. Un projet, tout comme son chantier, c'est un processus itératif. Plein de surprises et de rebondissements. Donc, on a eu des entrées d'eau. Et puis, au final, ce bâtiment, c'est un plaidoyer pour la transformation plutôt que pour la démolition. C'est un plaidoyer pour adapter plutôt que faire disparaître, pour appréhender l'architecture comme une structure qui est capable d'évoluer avec ses ressources et ses usages, et puis de considérer l'existant comme un potentiel, pour au final lui donner une chance de se redéfinir. Sur ce slide, je passe la parole à Carole, qui va vous parler de... je dis toujours à Carole qu'en Valais, on est appelé les retrofitting queens, parce qu'on fait que ça. Ben voilà, alors c'est parti pour le retrofitting. Les queens, on verra plus tard.
Donc ce dont j'aurais aimé vous parler ce soir, c'est en préparant cette conférence, on est repassé au travers de nos projets. Et puis on s'est posé la question à quel moment on a commencé à penser le réusage, le réemploi, la valorisation de l'existant, tous ces mots qui sont à la mode aujourd'hui. Quand est-ce qu'on a commencé à faire ça? Donc je suis repartie depuis assez loin dans notre activité, avec cette première transformation qui était une toute petite transformation en 2009, hein, donc au tout début du bureau, l'extension de la maison du garde-voie à Sierre, donc c'était l'original que vous voyez derrière en clair, c'est la maison du garde-voie. Puis c'était une petite famille qui s'est agrandie et qui avait besoin d'espace en plus, parce qu'une maison du garde-voie, ça fait 20, 25 par 10, même pas, non, pardon, beaucoup moins, c'est tout petit. C'est tout petit, c'est de niveau, c'est vraiment pas évident. Donc ils avaient besoin de pouvoir avoir plus d'espace. Donc là, on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on agrandit un espace qui est déjà existant, avec des gens qui y tiennent, qui ont des sentiments pour cette habitation, puisque c'était l'habitation de la grand-maman, et puis qui tenaient à garder cette patine d'origine. Et puis on a continué en 2012. Alors je vous ai choisi juste les projets qui parlent de notre thématique du jour. Hein. Je n'ai pas pris tous les projets, mais ceux-là, ils parlent particulièrement de cette thématique, de comment est-ce qu'on investit dans l'existant, comment est-ce qu'on répare, on complète. Ce Mayen, il a été abandonné pendant 30 ans. Il a été réaménagé, reconstruit en partie. On a gardé tout ce qui était gardable, c'est-à-dire tous les madriers qui ont dû en partie être complétés, et puis l'intérieur, les pierres qui ont été enlevées, reposées à l'horizontale comme il fallait. Et puis, on a pu vitrer les ouvertures. Il y a peu d'ouvertures qui ont été faites en plus, ou bien alors très discrètement. Et puis, il y a une touche contemporaine qui a été intégrée, puisque dans la partie arrière, qui était écurie et puis grange, qui n'était donc pas habitable, on a fait des chambres et une salle de bain. Et puis ensuite, en 2014, on a continué avec un projet très intéressant qui nous a amené un paramètre en plus, le paramètre social. Donc, je pense que ça, c'était un vrai challenge, puisque c'était une histoire intergénérationnelle. Plusieurs personnes du même village, plusieurs familles du même village, parents, enfants, peut-être même petits-enfants, ça je me souviens plus très bien, mais en tout cas 2 générations sur peut-être voire 3, qui ont décidé de sauver le café villageois. À cet endroit-là, il y avait une structure existante, donc volumétriquement, elle est restée la même. Par contre, on a réaménagé l'intérieur. Et puis ensuite, on a continué avec cet autre projet pour le triage forestier à Sion. Celui-là, il nous a donné du fil à retordre, parce que c'était notre première confrontation avec les entrepreneurs locaux, les hommes du bois de la région. On est allé les voir en leur disant la prérogative absolue du maître de l'ouvrage, donc le triage, c'est de construire avec son propre bois à lui. Donc ça veut dire les bois de la région de Sion et environ, le cône de Thion principalement. Ça veut dire des petites sections, ça veut dire des bois tortueux, ça veut dire qu'il faut s'y prendre à l'avance, il faut qu'on sèche le bois, il faut qu'on l'entrepose, qu'on le scie, etc., etc. Donc autant vous dire qu'on a vu beaucoup d'épaules se lever, de bras qui se sont levés aussi. Ça a été un vrai challenge, pas tellement au niveau du projet, bien que, puisque notre pensée a dû aller avec cette donnée de base qui était petite section, bois local, potentiellement irrégulier. Donc le projet a pris avec cette donnée-là pour pouvoir constituer les espaces. Donc les spatialités sont interrompues par des porteurs qui permettent de mettre en place une statique qui répond à ces portées qui sont plus courtes que ce dont on a l'habitude. Et puis alors, la discussion avec tous ces entrepreneurs, c'était une vraie histoire, c'était un poème, dans le sens où il a fallu convaincre, il a fallu réapprendre, il a fallu les motiver pour qu'ils soient d'accord. Donc on était à la recherche de quelqu'un qui était d'accord de prendre le risque de poser du bois qui allait peut-être bouger. Donc on est dans une logique autre que l'industriel, on est dans l'artisanal de base. Donc concrètement, c'est quelque chose qu'on a oublié, que les entrepreneurs ne veulent plus, puisqu'il y a un facteur risque qu'ils souhaitent pouvoir évacuer. Donc comment est-ce qu'on arrive
à mettre ensemble ces facteurs risques avec une réalité qui était un cycle court et une envie du maître de l'ouvrage de travailler avec sa matière première à lui. Et puis on a eu la chance de gagner le concours pour l'agrandissement de l'école de Martigny-Croix de la commune de Martigny-Combes. Et concrètement, là, c'était aussi une question de densification. Paradoxalement, on a l'impression, avec toute cette verdure, qu'il y a de la place. Eh bien non, il n'y en a pas. La parcelle ne permettait pas de pouvoir s'étaler. Il a fallu être relativement dense, il fallait être malin, ou maligne plutôt, puisqu'il fallait relier tous les niveaux avec un ascenseur, avec le sous-sol que vous ne voyez pas sur l'image. Et puis en même temps, réussir à donner plus d'espace de salle de classe et administratif comme salle des maîtres. Donc le projet s'est proposé de compléter le bâtiment. Donc l'élément central que vous voyez, la petite celle-là, elle est nouvelle. Le reste est existant. Ce qu'il y a eu comme intervention sur ce bâtiment-là, c'est une solidification sismique, une mise à jour thermique et puis cette densification. On a agrandi également sur l'autre façade avec une couche supplémentaire qui nous a permis d'aménager un escalier supplémentaire permettant de répondre aux normes feu, mais aussi également à l'augmentation du nombre d'enfants qui allaient être à l'école en même temps dans ces locaux-là. Ça fonctionne. On a continué en 2018 avec le temple protestant à Sion. Le temple protestant, pour ceux qui le connaissent à Sion, c'était des salles de classe au sous-sol. Et puis les rocades qui ont été nécessaires pour des questions dont je ne vais pas parler ce soir, mais entre communes et les protestants, ont nécessité de pouvoir réimplanter une grande salle des fêtes. Donc concrètement, le sous-sol du temple est devenu un grand espace. On a réutilisé, on a revalorisé les bétons qui avaient été peints à de multiples reprises, donc on les a nettoyés et ça nous a permis de pouvoir leur offrir un nouvel espace de rencontre directement dans l'étage inférieur du temple protestant. On a aussi, en 2018, rénové la maison Trouffert à Sierre, qui est une maison qu'on a fait classer, qui est passée de note 3 en note 2, pour pouvoir aller de l'avant dans sa sauvegarde. Elle est sur la colline de Goubin, c'est une maison avec un grand cachet. On ne l'a pas touchée de manière extérieure, on a dû refaire cette magnifique toiture que vous pouvez juste voir un petit peu sur les photos. Donc c'est des pans multiples, avec une complexité qui va avec une ardoise naturelle. Et puis très peu de modifications spatiales, simplement une liaison entre la cuisine et la salle à manger. Mais par contre, un réaménagement intérieur, une requalification de tout ce qui était des sanitaires et conduites qui étaient, elles, au bout de leur vie. Donc une nécessité plutôt technique d'investiguer dans cet existant, qui aujourd'hui abrite une famille avec une famille de 4 personnes qui vivent là très heureux, je crois que sur la colline, avec une vue incroyable. Et puis peut-être les prémices de la piscine 10. Donc les prémices en 2019, ça a été le début de la discussion avec le canton. Ça a été aussi le moment des investigations. Qu'est-ce que ça peut devenir, ces volumes-là? Quels sont leurs potentiels? Jusqu'où est-ce qu'on arrive à les pousser? Quelle matérialité est-ce qu'on aimerait mettre en place? Comme vous voyez sur la photo, on est passé dans un autre registre sur la piscine 10 de tout à l'heure. Celle-ci, cette partie-là, ou cette aile-là plutôt, elle a été la première. Elle a permis aussi d'ajuster les choses. Et puis, elle a permis aussi au maître de l'ouvrage de faire le processus avec nous dans le travail. En 2020, on a été mandaté pour agrandir la pouponnière valaisanne qui intègre maintenant 106 places de garderie de 0 à combien? Je ne sais plus quel âge. Tout ce qui est crèche, 4 ans, ça fera. Et puis concrètement, on a pu garder la structure qui avait été utilisée de manière provisoire. On l'a agrandie, on a adapté
Et puis, on a amélioré sa situation puisqu'une bonne partie était en demi-sous-sol. Ce demi-sous-sol, on l'a creusé de manière à pouvoir amener plus de lumière au travers des patios que vous pouvez voir là. Vous en voyez un sur la grande image et 2 autres petits, mais là vous en voyez qu'un autre petit sur la petite image. Donc ces patios-là permettent de mettre en relation les espaces existants avec plus de lumière et les nouveaux espaces. Alors, vous me direz, alors de ces chalets, il y en a tout plein. C'est un peu ces chalets des années à peu près 70, avec leurs qualités et leurs défauts. Et comment on fait avec ce genre de patrimoine qui a besoin maintenant d'un renouveau, qui a besoin de pouvoir évoluer vers autre chose, puisque les attentes sont différentes, le confort intérieur doit évoluer. Et là, ça a été de pouvoir se les réapproprier, puisque une des 2 propriétaires est pianiste, donc un piano à queue, avec des espaces qui ont besoin d'être phoniques, avec un volume qui doit pouvoir entendre cette acoustique. Et donc ça a été cette recherche de comment intégrer des paramètres très techniques dans un chalet plutôt banal, a priori, vu de l'extérieur. On a également, alors dans un autre registre, mais que je connecte également à cette question de comment est-ce qu'on est durable, c'est l'usine de combustion à bois de Vétro. On a eu la chance de pouvoir participer à l'élaboration, donc au moment du projet, du développement de ce projet-là. Il fait suite à un long processus, puisqu'on est parti dans ce projet-là en 2008 d'une place de recyclage de matériaux. Donc vous voyez, le spectre est assez large dans le réutiliser, ce qu'on fait avec les matériaux existants. Donc on est parti d'une place de recyclage en 2008 pour terminer avec une usine à combustion à bois qui est la voisine d'une usine de production de gaz par biogaz. Et donc on a pu développer une partie du projet, puis ensuite on a été la direction locale des travaux de la construction de cette usine qui est à Vétro. Dans un passé plus proche, en 2024, on a terminé donc je vous invite pour vos prochains week-ends montagne à vous rendre à la Grande Ixence. La route ouvre le 4 juin. Elle referme à la mi-octobre, donc il faut vous y prendre. C'est un laps de temps qui est aussi un laps de temps de potentiel chantier. Donc on a été mandaté pour transformer le 5e étage de cet hôtel qui en compte 8. C'est aussi l'hôtel qui permet de gérer tout le barrage, donc le fonctionnement du barrage de la Grande Ixence. Ce 5e étage a dû intégrer des nouvelles prérogatives par rapport à avant. Donc l'hôtel du Ritz, qui maintenant s'appelle l'hôtel du barrage, a été construit au moment de la construction du barrage pour pouvoir abriter les cadres qui habitaient sur place lors de la construction, les ouvriers étant dans des baraquements en bois qui, depuis lors, ont disparu, ont été démontés. Toujours est-il que ces cadres habitaient dans ce bâtiment-là, dans des dortoirs de 8 personnes. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui, vous n'aimeriez pas louer une chambre à 8 pour pouvoir passer votre week-end. Donc on a transformé, en respectant la structure, ce bâtiment-là pour amener un plus grand confort, également au niveau sanitaire. Et puis on a profité de cette grande aménagement pour pouvoir améliorer le plus qu'on a pu le bâtiment d'une manière thermique, sachant qu'il est classé en note 2 également. Donc tout ce qui est façade, fenêtre, etc., malgré nos efforts de test, de recherche, de petits cadres pour changer éventuellement les fenêtres ou changer juste les verres, ont été un échec, puisque aujourd'hui on n'arrive pas à être aussi fin que ce qu'ont été nos prédécesseurs lors de la construction de ce bâtiment-là. J'en arrive à l'image que vous avez vue tout à l'heure, donc la piscine 10, qui est l'actuel bâtiment qui a été transformé, dont Céline vous a parlé, avec tout ce processus maître de l'ouvrage qui a été mis en place, donc un co-apprentissage
il y a une coévolution de comment est-ce qu'on peut être durable dans ce genre de transformation. Et voilà, ça c'était un peu notre rétrospective, tout ça pour vous remettre ça dans un cadre, parce que c'était très intéressant de se rendre compte que la durabilité ou le réusage de ce genre de mots-là, c'est des mots au final qu'on peut adapter ou plaquer sur beaucoup de projets qu'on a déjà fait ou fait évoluer depuis le début du bureau. J'aurais encore voulu vous parler d'une partie future de du bureau et de nos diverses, ce que disait tout à l'heure Héloïse, donc on est impliqué dans pas mal d'associations ou de groupements qui réfléchissent à comment est-ce que ça peut continuer, ou qui ont déjà des pieds dans qu'est-ce qui se passe pour la suite. Donc c'est aussi ce dont on vous a parlé jusqu'à maintenant, il n'y a rien de nouveau quelque part, hein. Je pense qu'on en entend un peu dans tous les sens parler de ces thématiques-là. Et puis la question, c'est maintenant comment on fait le pas suivant. Comment est-ce qu'on arrive à être efficace? On sait aujourd'hui qu'on est en retard dans notre processus d'accélération de notre durabilité pour pouvoir être bas carbone, pour pouvoir être conforme et pour pouvoir réussir à éviter ces augmentations de température. Donc là, je vous ai mis juste 3 exemples de thèmes qu'on trouve intéressants dans notre pratique, qui sont inspirants, qui sont des gens qui se rassemblent autour de ce questionnement-là. Donc d'avoir l'acquis de savoir que oui, ok, il faut faire quelque chose, on a compris. On sait à peu près comment, il faut encore un peu réapprendre parce qu'on a perdu entre notre vernaculaire qui s'est étiolé et puis maintenant il faut réapprendre. Mais ça, on a quelque part, on va l'avoir en main. Si on ne l'a pas encore, on va l'avoir bientôt. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller plus vite? Comment est-ce qu'on fait pour potentialiser toutes ces initiatives qui émergent à plusieurs niveaux, à plusieurs endroits, de diverses parts, et comment est-ce qu'on arrive à les mettre ensemble? Donc il y a une association qui s'appelle Your 2040, qui regroupe une diversité pas juste de planificateurs, mais de gens qui réfléchissent au futur. C'est des gens qui ont envie de pouvoir, c'est vraiment leur motto, c'est comment est-ce qu'on accélère les bonnes idées. On a compris qu'il y avait des bonnes idées, comment est-ce qu'on les fait aller plus vite, comment est-ce qu'on les rend effectives, comment est-ce qu'on les implémente de manière plus rapide. Donc là, vous voyez que c'est ce genre de board qui mettent en place lors de leur workshop, c'est énorme, hein. Il y a, dans cette image, on pourrait en parler pendant un bon moment, je vais pas le faire. Mais concrètement, si on le prend rapidement, on voit que il faut qu'on puisse faire en sorte que le changement arrive, qu'il se mette en place. Ça ne doit plus rester juste une idée, mais ça doit devenir effectif. Et puis, on a aussi comment est-ce qu'on arrive à faire... on parlait de faire évoluer nos maîtres de l'ouvrage avec nous. Eh bien, comment est-ce qu'on fait grandir cette plante, hein? On voit qu'ils plantent des graines. C'est ce qu'on fait aussi, nous, tous les jours, comme planificateurs. On explique les choses, on essaye d'orienter, on donne des orientations à nos maîtres de l'ouvrage. Ensuite de ça, ceux qui décident réellement, ce sont les maîtres de l'ouvrage, les investisseurs, les assureurs, les banquiers. Donc on ne peut pas continuer à rester et à parler entre nous. C'est une de nos difficultés, c'est qu'il faut qu'on aille chercher ces investisseurs, ces gens qui sont les décideurs effectifs de nos projets, pour pouvoir les prendre avec dans le mouvement. Et c'est tout un challenge de réussir à les intéresser à nos histoires d'architecture, puisque eux sont sur une autre dimension, hein. Leur idée, c'est la rentabilité, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire de l'argent avec la construction. Et puis, c'est comment les mettre ensemble. Donc, j'aimerais vous parler d'une autre idée. Donc, pour ceux qui ont suivi les journées de la culture du bâti suisse la semaine passée, donc je vous l'ai mise parce que je l'ai trouvée assez étonnante. Ces gens-là, c'est des Hollandais, vous me direz, rien. Alors voilà, c'est un pays où peut-être c'est étonnant. Donc à Utrecht, en Hollande, vous m'excuserez pour la prononciation, ces gens-là,
ont vendu leur concept. Donc, c'est des assureurs et des investisseurs qui ont monté un concept, donc un produit. À la fin, c'est un produit qu'ils vendent comme grâce à un motto qui dit que ils vont faire de votre ville the heart of health. Ça veut dire que si vous habitez là, ils vous promettent 5 ans de vie en plus. Donc ils ont monté leur concept en partant du postulat, ou disons de l'observation que dans le monde, il y a des blue zones. Les blue zones, c'est là où les gens vivent plus que 100 ans. Donc ils sont allés voir dans ces blue zones qu'est-ce qui fait que les gens vivent plus longtemps. Ils ont extrait de ces zones-là les facteurs qui sont les facteurs positifs, et puis ils ont essayé de les recondenser dans une ville, de chercher la ville en Hollande qui pouvait réunir un maximum de ces facteurs. Donc moi je trouve ça fascinant, parce qu'avec cet argument de la santé qui nous touche tous très profondément et personnellement, on arrive à débloquer des fonds. On arrive à parler de culture du bâti et à vendre la culture du bâti. Donc ma question à ce monsieur-là, c'était évidemment, mais est-ce que c'est vraiment si simple ? Parce qu'aujourd'hui, on déploie une énergie pour pouvoir parler de Davos, des 8 critères, de faire en sorte que ça soit connu. On fait plein de conférences, on explique, on fait des cours, etc., etc. Eux, ils vous disent juste, vous allez vivre 50 plus. Donc, ça a marché, les politiques ont suivi, les investisseurs ont suivi, et ils sont en train de développer Utrecht dans le sens de la culture du bâti. Alors, disons, on va dire que la personne qui parlait plus le langage culture du bâti n'était pas tout à fait là ce jour-là, donc vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions. Mais on va les croire sur parole en l'occurrence. Donc, ce qu'il faut retenir, ou ce que j'aimerais vous dire, c'est que et peut-être qu'il faut être plus créatif dans notre manière de vendre notre culture de bâti et notre architecture et nos choses qui nous tiennent à cœur. Parce qu'au final, c'est sûr qu'on a besoin d'argent, il faut aller convaincre des gens qui ne parlent pas vraiment notre langue pour tout ça, et comment est-ce qu'on les touche. Donc j'ai trouvé que c'était un exemple qui était assez placatif. Quand on parle de santé, on est, semble-t-il, très très écouté. Et puis plus proche de nous, je vous ai mis simplement un extrait de la SIA. Donc vous avez là 2 pages. La SIA, Société des ingénieurs et architectes, comme vous l'avez entendu, je fais partie de cette société de manière active depuis quelque temps. Et l'idée de cette association, ou certains des projets de cette association vont dans le sens du développement de cette culture du bâti, d'une tentative de l'implémentation, mais pas de l'implémentation juste maintenant, mais c'est aussi de pouvoir continuer à l'implémenter dans la réflexion future de la modification de nos métiers de planificateurs. Puisqu'on sait qu'avec les contraintes actuelles, que ce soit le climat ou les intelligences artificielles, nos métiers sont en mouvement, ils sont en modification, et la question c'est vers quoi est-ce qu'ils vont, à quoi est-ce qu'ils vont ressembler. Donc c'est ce que fait la SIA avec son projet Construire l'avenir, son forum, c'est réfléchir à comment ces métiers vont évoluer, comment est-ce que ça aura un impact sur la culture du bâti, tout ça qui retourne en boucle sur comment est-ce que nous, tous les jours, on met en œuvre, et comment est-ce qu'on arrive toujours à intégrer cette culture du bâti qui intègre elle-même la durabilité dans nos constructions et nos réflexions. On a également un autre projet qui a été sollicité et mis en œuvre, sollicité par nos délégués et mis en œuvre par l'entier de la SIA, qui a un plan d'action pour le climat qui contient 8 thèmes principaux que vous pouvez lire là. Donc c'est l'idée de pouvoir développer dans l'idée de donc le plan climat, ça inclut aussi tout ce réusage, cette durabilité, la question du CO2, etc. Donc il y a plein d'actions qui sont développées et mises en œuvre pour pouvoir aller dans le sens de cette adaptation de nos métiers et un développement une synthèse en fait de qu'est-ce que ça va devenir, comment est-ce qu'il faut le développer et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, puisque ces réflexions-là, elles sont censées nous donner une orientation
pour des prises de décision aujourd'hui qui auront un impact dans le futur. J'arrive maintenant au bout de cette... Je passe les 2 derniers ? Je passe, voilà. Donc, tout va bien, hein ? Donc, tout ira dans le bon sens. Tu veux encore donner... Il y a encore l'ours ? Il y a l'ours ? Il s'est perdu, voilà. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Alors en fait, moi j'ai déroulé les CV parce que je ne savais pas que tu allais parler de toutes ces actions à côté, donc c'est super, c'était très complémentaire. Merci, c'était vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ou je commence ? Alors on a reçu il y a quelques temps un architecte belge, Benoît van den Bulke, du bureau Agua. C'était super. Alors moi, j'adore l'architecture belge et je trouve que c'est très identifiable au premier coup d'œil. Et puis, j'ai eu la chance de visiter le bâtiment piscine d'Isbé il n'y a pas très longtemps non plus. Et j'ai trouvé que ça faisait assez belge, en fait, avec tous les collages de matériaux, les tuyaux qui passent partout. Et il y a une sorte un peu de spontanéité, de liberté comme ça d'usage. Que je retrouve, alors c'est une appréciation très personnelle. Et lui, il a justifié en fait ce rapport aux matériaux beaucoup par des questions de budget. Et donc voilà, je voulais savoir si vous, au contraire, vous avez plutôt parlé d'émotion. Est-ce que quand même le rapport aux matériaux, il se fait dans une contrainte budgétaire? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'échanges avec les maîtres de l'ouvrage là-dessus. Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt des questions de style voilà. Qu'est-ce qui vous guide dans ces choix de matériaux? C'est pas vraiment une question. Non, c'est pas vrai. Ça dépend des projets. En tout cas, dans la piscine 10, en fait, ça s'est construit par itération. On a pris ce qu'il y avait. Et puis après, il y avait cette prérogative régénérative ou bas carbone où on a fait tous ces tests. Du coup, tu arrives au choix qu'il y a, quoi, en gros, parce qu'il y a pas grand-chose d'autre sur le marché. On a fait le recensement aussi dans un des processus. Il y a en gros 5 entreprises en Suisse entre Structura, TerraBlock, enfin voilà. Donc ça donne des ambiances qui sont assez prédéterminées. Et puis après, le fait de travailler avec la technique apparente et ce genre de choses, on n'avait pas le choix. Donc il y a des choses qui se sont données de manière logique. Mais en fait... ce qui est cool avec Carole et ce qui nous rejoint, c'est que c'est jamais des questions très stylistiques. À part peut-être le tapis du café du 1er août que j'avais vu à Zurich, mais je sais pas. Non, mais je pense qu'il y a une... Moi, je pense qu'effectivement, la technique, elle est pas gênante. Elle est scalée et on fait avec. Il n'y a pas de malaise par rapport à l'existant. Il est comme il est. Il l'a accepté en tant que tel. Ça aurait été probablement plus maladroit et plus coûteux et de l'emballer ou de lui donner une autre image. Et puis c'est cool. Il y a quand même un effort de la part du maître de l'ouvrage de dire que c'est des bureaux du canton. C'est aussi une nouvelle génération de travailleurs, quoi. Il y a tout ce dialogue, je pense, dont tu parlais avec le service du travail. Oui, alors ça a été vraiment... Alors ce qui est fascinant dans ce projet, c'est que, comme l'a dit Carole, on a commencé avec le C, on était dans une... franchement, c'était post-Covid, c'était dans le Covid quand on a fait le C. C'était un monde complètement dingue. Et ce qui me fascine avec cet exemple... c'est qu'en fait, il y a tellement une mutation qui se sont passées pendant ces 6 ans, depuis qu'on a commencé à travailler sur ce bâtiment, que la chaîne de valeur de la construction, elle ne se rend même pas compte, en fait, à quel point il y a eu une rupture profonde. Alors moi, je la ressens comme ça, c'est-à-dire, il y a des nouvelles pratiques, tu ne tiens plus des plannings, tu ne tiens plus de budget,
tout le monde est à l'arrache, les gens sont nerveux. Enfin, il y a une fatigue inhérente à ce Covid qui, sur ce chantier, c'était dingue, tout ce qu'on a vécu comme mutation. Et en parallèle, le maître de l'ouvrage, il a vécu ces mêmes mutations de manière différente. Et on a commencé ce projet avec les mêmes matériaux que dans le C. C'est-à-dire, ça c'était l'exemple suisse-allemand. Il y avait la brique silico-calcaire, parce qu'on l'a trouvée belle, et puis des cadres éloxés et compagnie. Et dans le processus, ça a été tout d'un coup, après 2 ans de négociation, il a lâché. Il a dit, mais oui, on va faire ce projet pilote bas carbone, on va mettre cette terre, on va essayer, on va le faire. Et puis, voilà. Tout ça pour vous dire que ceux qui n'ont pas encore travaillé, parce que les autres, ils le savent, donc il ne faut pas lâcher le morceau, il faut toujours essayer. Et puis, comme le disait très bien Carole, il faut trouver la manière de raconter aux gens ce que vous avez envie qu'ils comprennent. Parce que sinon, vous restez seul dans votre coin, la tête dans le mur. Ouais, enfin voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas du tout. Ok. Bah ouais, non, mais c'était limpide. Alors, je sais pas. Peut-être la question, vous l'avez déjà un peu évoquée, mais en tant que 2 femmes à la tête d'un bureau d'architecture, il y avait toute l'équipe là, des entreprises de bois, là, dont vous avez évoqué, mais vous avez eu d'autres anecdotes en fait de ce type? Ah, mais je crois que le bois, c'était pas parce qu'on était des femmes, c'était parce que le bois, il était problématique. Non, là, je pense que c'était pas du tout genré comme problème. C'était vraiment la question on veut pas de ce bois, de ces montagnes d'ici, d'à côté, parce que il est trop nerveux, et puis il va pas être assez sec, et puis il sera pas scié comme il faut. Et puis on va aller, on n'a pas l'habitude, c'est pas notre filière normale, donc on veut pas, quoi. Donc c'est vraiment plutôt ça, quoi. Des autres anecdotes sur quoi? Tu commences? Non, vas-y. Non, alors moi, perso, je trouve qu'être femme dans la construction, c'est super, parce que sur un chantier, tout le monde veut t'aider. Non, mais en fait, c'est extraordinaire, et je pense que c'est une chance de travailler en Valais. J'ai toujours dit les périphéries, c'est super pour les femmes, parce qu'en périphérie, en tout cas en Valais, pardon, c'est pas vraiment une périphérie, mais en Valais, ils avaient l'habitude que la femme travaille, c'était pas une question. Donc en fait, dans la pensée périphérique ou campagnarde, c'est même pas une question. Donc en fait, le premier chantier qu'on a fait à Chermignon, moi je sais de la direction de chantier, les gars, ils en avaient rien à foutre de savoir si j'avais un diplôme ou pas. Mais j'étais la chef sur le chantier. Et puis en fait, ça marchait très bien. Donc moi, je trouve que de nouveau, depuis le Covid, beaucoup a changé. Mais avant le Covid, c'était le monde académique qui était beaucoup plus misogyne que la réalité du chantier. Après, tu retrouves la même proportion toujours, que ça soit dans une classe, dans un bureau, dans un égal où tu vas, tu as toujours 20% de gens sympas, 60% qui sont moyens, puis 20% qui sont... Et un chantier, c'est la même chose. Voilà. Moi, je trouve qu'en fait, être femme en Valais dans la construction, c'est presque super. Je vous encourage toutes à venir. Bon, moi, je suis un peu plus mitigée, mais on va rester sur ces bonnes paroles. Oui. Merci beaucoup pour la conférence. J'ajoute à la longue liste de votre CV aussi le fait que Céline, cette année, fait partie de l'équipe d'enseignants de préparation au travail de master au Joint Master de Fribourg, qu'on est très contente de l'avoir parmi nous. J'avais une question par rapport à la phase de diagnostic dans les projets de transformation.
Parce que dans le cadre d'un projet de recherche que je développe sur la transformation d'immeubles et de bureaux, surtout années 60, 70, 80 en logement, une question qui revient souvent et que je pense aussi qu'il y a, d'après, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des architectes et des maîtres d'ouvrage qui partagent l'avis que dans ces dernières 6 ans, et maintenant, même dans les concours, les diagnostics préalables et des études préalables sur des questions, on va dire, techniques du bâtiment sont beaucoup plus présents, mais qu'il y a quelques années, et encore, c'est un travail très, très, très considérable qui est fait par les architectes et pas toujours, on va dire, pris en compte dans la rémunération. Du coup, je voulais avoir votre avis sur votre expérience sur l'importance de ces diagnostics et si vous voyez une évolution dans la prise en considération de ce travail préalable et des connaissances fines du bâtiment pour pouvoir après intervenir. Alors, je dirais que ça, c'est plus difficile en Valais, plus qu'être femme, c'est le diagnostic. Parce que dans le sens que actuellement, on travaille sur l'ancien site La Brasserie Valaisanne et en fait, c'est pas ancré dans les pratiques encore de faire un relevé, un diagnostic complet, qui est une base de travail juste hyper importante si tu veux, comme l'a dit Carole, valoriser, travailler avec l'existant. Puis... Donc moi, ça c'est un manque pour moi en Valais. Plus qu'être femme, c'est qu'en fait, ça met du temps à arriver, c'est pas encore dans la culture, mais de nouveau, je pense que ça change assez vite. Une des dernières rénovations, on l'a fait nous-mêmes avec le maître de l'ouvrage, mais c'était une maison, donc c'était facile. On est allé chez Materium faire un cours de comment faire l'inventaire, on l'a classé, enfin voilà. Donc ce qu'on fait aussi beaucoup avec Carole, c'est qu'on va se former, et puis parce qu'on perçoit cette transition, en tout cas à titre personnel, je pense que c'est la plus grande chance dans ma vie qu'il y ait eu toute cette transition en construction, parce que c'est génial, ça change toute la manière d'aborder notre réalité. Et puis ça donne des nouvelles relations, les gens ils parlent différemment, il n'y a plus l'état de celui qui sait et l'autre qui ne sait pas, tout le monde est en train d'explorer, de découvrir. C'est pour ça qu'on aimerait vraiment vous encourager à vraiment rester ouvert en fait, par rapport à toutes ces questions. Les changements, c'est super d'une manière ou d'une autre. Donc le diagnostic, alors je ne sais pas comment toi tu le vois, on l'a fait sur les transformations que Carole a montrées. Ça a toujours été des diagnostics qu'on a fait nous-mêmes. Ça n'a jamais été professionnalisé. Bon, alors, je pense que ça change entre si on est au pilotage du projet ou si on n'est pas au pilotage du projet. J'ai l'impression que si on est l'une ou l'autre au pilotage du projet, on va on va demander le diagnostic. Donc c'est vrai qu'avant, ce que vous avez vu là, c'est pas des gros projets non plus. Donc à un moment donné, c'est vrai que tout ce qui est faisable par l'architecte, on l'a fait nous-mêmes. Ensuite de ça, on outsource tout ce qui est de la statique, de la thermique, tout ce qui est technique du bâtiment. Donc on va aller chercher les informations lorsqu'on en a besoin. Tout ce qui est des matériaux pollués, polluants, enfin ce genre de choses-là, c'est du dans notre processus au début d'un projet, aujourd'hui en tout cas, et je pense petit à petit on a construit le bureau comme ça, c'est qu'on s'adjoint les compétences rapidement, les compétences des différents techniciens ou spécialistes, de manière à avoir une vue globale. On avait eu un peu un déboire dans un projet sur une halle, je vous passe les détails, à un moment donné où il a fallu récupérer parce qu'on ne s'est pas bien entendu avec le maître de l'ouvrage qui faisait quoi. À partir de là, on a été beaucoup plus organisé dans nos demandes. Et aussi, on a soit sous-traité, soit demandé au maître de l'ouvrage qu'il l'organise ou qu'ils prennent un bureau spécialiste externe à nous, aussi pour des questions de responsabilité et de partitionner ce travail. C'est que les responsabilités doivent être reconnues et définies pour chaque partie du projet qui va être exploré. Et ça nous permet à nous de nous concentrer sur notre travail d'architecte qui a tendance déjà à se complexifier puisqu'on coordonne plus de monde. Donc déjà cette coordination et mettre tout le monde ensemble, c'est peut-être que ce que tu posais comme question, c'est ce plus de travail, il est peut-être dans le fait que les équipes sont plus grandes.
au niveau de la planification déjà. Donc au niveau du chantier, après ça reste à peu près similaire. Mais là, au niveau de la planification, on est plus vite, plus de monde. C'est plus interdisciplinaire, ce qui est une bonne chose, hein, parce que ça amène une autre qualité au projet et puis une vision plus globale de l'entièreté de l'existant. Mais on parle de réemploi, mais pour l'instant, vous pratiquez surtout le réemploi sur site. Hein. Vous n'avez pas encore fait des projets où vous importez de la matière externe ou... Non, enfin, pas encore de manière concrète, mais comme tout le monde, on touche, on tâtonne. Donc ouais, ce qui est vraiment super dans ce que Carole a dit, c'est que, et moi ça c'est depuis aussi le Covid, je trouve que c'est super, c'est que c'est beaucoup plus interdisciplinaire et puis je trouve qu'il y a eu une accélération, les gens ils travaillent un peu plus, enfin mieux ensemble. Il y a eu aussi beaucoup de changements générationnels un peu dans toutes les couches structurelles de la société et puis c'est assez rigolo. Enfin je sais pas comment mes collègues le ressentent. Mais je trouve que en fait, ça s'est dynamisé. Vous avez de la chance, vous allez sortir, ça va être assez sympa. Non, c'est vrai. Ouais, Parce que c'était pas sympa il y a 20 ans. C'était différent. Ah oui, différent, pardon. Je fais le dernier appel pour les questions. Non. Alors, on peut peut-être poursuivre la conversation autour de l'apéro. Encore merci d'avoir participé. Merci et à vous. bonne soirée.